S'il est officiellement professeur émérite de biophysique en médecine expérimentale à l'université Grenoble-Alpes, pour moi, il est surtout un neurochirurgien. Il était chef du service de neurochirurgie du CHU de Grenoble. Il était responsable d'une unité de recherche à ce moment-là. Il est actuellement chairman de l'Institut Clinatech au CEA de Grenoble, qui est une structure très originale, qui est connue dans le monde entier et qui a déjà eu un certain nombre d'articles pour en célébrer l'efficacité. Il s'est fait connaître très tôt au niveau international par ses découvertes dans le domaine de la neurostimulation cérébrale profonde pour le traitement des maladies cérébrales dégénératives. Son domaine de recherche actuel à l'Institut Clinatech concerne, entre autres sujets, la neurophysiologie des interfaces mouvement cerveau-ordinateur. Alors, il a de très nombreux travaux et publications, donc je ne cite aucun de ces 250 articles. Il a eu plusieurs distinctions internationales et parmi les 35 en question, je rappellerai qu'il est professeur honoraire à l'Institut universitaire de France, qu'il a eu le prix Lasker de médecine en 2014, qui est un presque prix Nobel, et le Breakthrough Prize for Life Science en 2015. Une simple anecdote concernant le très jeune chef de clinique Benabid que j'ai connu à l'époque, il y a très très longtemps. Son patron, M. de Rougemont, m'avait confié à moi, petit interne de Grenoble, « Vous savez, Benabid est tellement doué qu'il expliquerait les logarithmes à une vache. » Nous avons donc toutes nos chances de comprendre quelque chose, sachant combien transhumanisme et transhumance restent assez proches en définitive. Je vais me lever 2 minutes. Je n'ai pas l'habitude de parler assis, mais ça sera plus pratique. Quand j'avais entendu dire un jour par M. Degène qu'il y avait ceux qui parlaient debout, c'est qui parlaient assis. Les scientifiques, théoriquement, parlaient debout. Les littéraires, théoriquement, parlaient assis. Donc je vais faire un peu les deux. Je parle debout, puis je vais m'asseoir. Je vais vous poser 2 questions auxquelles je vous demande de ne pas répondre, et éventuellement dans la discussion. La première, c'est pour paraphraser Elon Musk, quel âge me donnez-vous? Et la deuxième, c'est que, pour tout dévoiler de ma personnalité, enfin, c'est pas de la personnalité parce que c'est physique, j'ai 2 cristallins en plastique, j'ai eu un triple pontage cardiaque, j'ai 3 stents métalliques qui ne me servent pas à grand-chose, j'ai une hanche artificielle en platine, j'ai une plaque de téflon pour bloquer une hernie, puis je dois encore oublier quelque chose. La question à laquelle je vous demande de ne pas répondre, c'est est-ce que je suis encore humain? Alors, à part cela, effectivement, je vais m'asseoir, si vous permettez, simplement pour être plus à l'abri de... J'ai également, je me suis permis d'emprunter à M. Alexandre, qui s'était permis justement de dire dans un de ses livres que j'avais fait mon coming out, je ne sais pas de quoi d'ailleurs, un de ses titres, « Les robots font-ils l'amour ?» et je réponds « Yes, of course », puisque je prends une position volontairement technologique, ce qui ne veut pas dire du tout transhumaniste, tout à fait entre nous. Je suis là à peu près depuis ce matin et j'ai du mal à savoir de quoi on parle. Donc, comme j'ai du mal à savoir de quoi on parle, je ne vais pas en parler. Je vais simplement vous dire ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, quels sont les résultats actuels, qu'est-ce qu'on peut craindre. Moi, je dirais surtout qu'est-ce qu'on peut espérer, parce que c'est mon boulot. Et puis, ensuite, on verra bien comment ça se termine. Je ne serai pas trop long. J'ai l'habitude de ne pas tenir mon temps, mais là, j'ai volontairement dégradé beaucoup le nombre de mes diapositives pour qu'on ait plus le temps de parler. Donc ça, c'est l'Institut Clinatech. C'est ce qui a été créé en 2007. Je suis à la retraite depuis 2007. Et on a construit ce bâtiment pour la lettre que j'avais écrite à Jean Terme, c'était « J'avais un rêve ». Et ce rêve, c'était celui que j'avais bâti pendant toute une carrière, c'est-à-dire être à l'hôpital, comme Christian vient de le rappeler, être à l'université, parce que j'étais prof, et de diriger mon unité INSERM. Ça fait 3 endroits,
très, très proches les uns des autres, mais vous ne pouvez jamais être là dans les trois, donc vous êtes absent dans deux, et si vous êtes absent à deux endroits, tout le monde dit il n'est jamais là. Donc mon rêve, ce n'est pas vraiment qu'on puisse dire que j'étais toujours là, mais c'était de faire, de construire quelque chose, et le CEA a bien voulu le faire, avec les moyens qu'il a, et dans les objectifs qu'on va vous expliquer, de construire un ensemble où tous les acteurs de la recherche biomédicale pouvaient être réunis, pouvaient se rencontrer dans les couloirs, la cafétéria, n'importe où, mais surtout pas prendre des rendez-vous, pourtant Grenoble est une petite ville, mais prendre un rendez-vous de l'hôpital pour se rendre au CEA, on est toujours en retard, on met une demi-heure pour aller, une demi-heure pour revenir au moins, alors que là, si on veut voir quelqu'un à Cliatec, soit il est au même étage, soit dans un des deux étages contigus, et il y a des open space, les gens travaillent là, en communauté les uns avec les autres. Et par exemple, les mathématiciens, il y en a entre 3 et 5 selon les périodes, ils sont priés de ne pas recoaguler ensemble, mais d'être chacun assis dans l'environnement du projet auquel ils sont attachés. Donc voilà, c'était le rêve, et ce rêve a été réalisé et on y travaille. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Notre mission, ça n'est pas comme ça a été écrit, je crois d'ailleurs, peut-être par une des personnes qui est présente dans la salle. Quand je suis rentré au CEA, on a dit « Oh là là, Benabit qui rentre dans un complexe militaro-industriel, accrochez-vous, ça va chauffer ». Non, on est là pour faire simplement de l'innovation, c'est-à-dire on est prié de trouver des solutions thérapeutiques et ou diagnostiques innovantes, ce n'est pas à peine de refaire la même chose si c'est déjà fait, destinées à la médecine en général et pas simplement la neuro. J'avais reçu un consigne que ce n'était pas parce que j'ai été plutôt tagué neuro qu'il fallait que ce soit un centre neuro de plus. Et les objectifs étaient donc de profiter des installations qui caractérisent Grenoble. C'est quand même, il y a quelques années, dans un classement quelconque, il était un des 4 grands de la planète en ce qui concernait les micro-nanotechnologies. On m'a bien dit aussi, vous n'êtes pas ici pour nous permettre de développer ça ou de trouver des débouchés, vous êtes là pour en profiter, et c'est exactement ce qui se passe, et en particulier dans ce que je vais dire aujourd'hui, mais dans d'autres protocoles, on a cette chance inouïe d'avoir autour de nous les experts technologiques les plus compétents dans les domaines qui m'intéressent. Et en particulier, on a rapidement, dès que les choses ont été installées, on m'a demandé de fournir, comme parmi les exemples de sujets qu'on était susceptible de traiter, d'en fournir un qui soit structurant. Structurant, ça veut dire quoi? Qui donne une raison et une ligne de conduite pour utiliser les différents éléments de la structure de façon fonctionnelle. Et à ce moment-là, on commençait à en parler. Ça fait longtemps, en fait, qu'on parle des interfaces cerveau-machine. C'est évident, tout le monde s'est dit, puisque c'est ça qui commande, pourquoi on ne peut pas prendre cette commande pour en faire autre chose? C'est plutôt à peu près au moment où on a ouvert Cliatec que les premiers résultats chez l'homme, qui étaient encore expérimentaux, mais qui démontraient que le principe était bon, sont apparus. Et j'avais proposé à ce moment-là à Jean Terme que l'on fasse marcher des tétraplégiques. Je lui avais même dit, le programme pourrait être d'avoir une personne qui est donc équipée d'un système qui lui permettrait de se lever, de marcher, d'ouvrir une porte, fermer la porte, revenir et s'asseoir. Et vous allez voir que c'est à peu près ce qu'on est arrivé à faire, à quelques exceptions près, qui sont en cours. Alors, je dirais aussi qu'au moment où on avait démarré, il y a eu toute une série de pamphlets qui ont paru. Moi, je suis très peu sensible à l'humour, parce que j'en manque absolument. Donc, quand on se fiche de moi, je ne me rends pas compte. Et ce qui était plus gênant, c'est qu'il y avait eu des affiches collées en ville et que mes enfants, mes petits-enfants savaient lire, enfin mes enfants à l'époque, et on racontait des tas de choses. En particulier, on a dit, et je crois que c'est très très important parce que ça va vous donner une réponse globale à un peu tout ce
on a entendu ces jours-ci, en particulier aujourd'hui, on a dit, Benabid, il est en train de travailler pour faire voter par des singes pour Sarkozy. Alors, c'est bien connu que je ne vote pas pour M. Sarkozy, qu'en tant qu'individu, je respecte, bien sûr, mais j'avais répondu, malheureusement, non. Parce que, pourquoi malheureusement? Parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Donc, vous ne faites pas de soucis. Je ne sais pas pour le reste, mais ça, déjà, on ne sait pas faire. En plus du fait que je pense que M. Sarkozy n'aurait pas été tellement content de récolter des voix du côté de l'animalerie de Cliatec, mais on ne sait pas faire. Et si on ne sait pas faire ça, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas faire. En particulier, faire marcher les gens au pas cadencé. C'est tellement plus facile à d'autres personnes de les faire marcher très très bien. Vous avez vu des défilés. Pourquoi se fatiguer à faire ce qu'on ne sait pas faire, c'est-à-dire mettre des électrodes je ne sais pas où pour faire marcher 5000 hommes d'une façon parfaite sur la place rouge ou n'importe où ailleurs. Donc rassurons-nous, une des inquiétudes, parce que c'est souvent ça finalement, pourquoi les gens ne veulent pas, quand on parle d'hommes augmentés, ça veut dire quoi augmenter par rapport à moi? Et donc on a peur, s'il y a quelqu'un qui est augmenté, d'être du coup diminué, donc mis en esclavage. Il y a tellement de façons de nous en mettre en esclavage que ce n'est pas là que se trouvent les craintes. Donc je veux dire tout de suite, il n'y a pas de crainte, parce qu'on n'est pas capable. Alors est-ce qu'on le sera un jour? Ce n'est pas impossible. Mais tous les aspects de la science qui ont été négatifs jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu besoin que ce soit la science elle-même qui impose. Ça a été surtout la mauvaise décision de la part des humains, tout à fait normaux, pas forcément augmentés, d'en faire un usage qui ne soit pas positif. Donc je rentre dans mon sujet maintenant. Voilà, nous avons besoin d'interface cerveau-machine et d'intelligence artificielle. Pourquoi? Par exemple, pour ce dont je vais parler aujourd'hui, les traumatismes du rachis, en voiture, en vélo, n'importe comment, il y en a 1200 par an en France. C'est une statistique de 2006. Je ne sais pas ce qu'elle est valable maintenant, mais je doute qu'elle soit très différente. Sur ces 1200 traumas du rachis, il y a 39% de gens qui sont tétraplégiques. Et parmi ces tétraplégiques, il y en a 21 qui sont complets, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien bouger au-dessus du niveau. Et là, le malade dont vous allez voir les résultats, voilà son IRM. Il a transformé pratiquement 2 ou 3 niveaux de moelle épinière en lait condensé. Il n'y a rien qui passe et il n'y a aucune activité qui monte, donc aucune motricité, aucune activité qui descend, donc pas de motricité, et aucune qui monte, donc pas de sensibilité. Et en dessous de ça, eh bien, c'est un malade qui ne bouge absolument pas. Et la population de ces malades, elle s'élève aux alentours de 50 000. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai fait la statistique, c'est peut-être à vérifier. On m'a toujours dit pourquoi tu n'as pas commencé par les paraplégiques, c'est-à-dire les gens qui ont juste une paralysie des membres inférieurs. Et je répondais à ça que souvent, les paraplégiques, dont je ne nie pas du tout, bien évidemment, le déficit ni le handicap, n'ont pas besoin de nous, au sens où nous ne sommes pas capables, encore une fois, de faire mieux que ce qu'ils ont. J'ai été un très bon skieur à un certain moment, et je me faisais toujours doubler sur les pistes par un paraplégique dans un fauteuil en plastique avec un monoski, des bâtons de 50 cm, un centre de gravité aux alentours de 75 cm aussi, et j'étais incapable de le battre. Donc, si cette personne, je lui propose ce que je vais vous montrer, qu'on a proposé à des tétraplégiques, me disait « est-ce que je skierais encore mieux ?» La réponse est non, bien évidemment. Alors, comment compenser ce déficit majeur? Eh bien, c'est tout modestement, parce que c'est modeste, c'est de donner de la mobilité aux tétraplégiques. Et les tétraplégiques, comme ils n'ont rien, quand on est un tout petit peu mathématicien, on sait que epsilon, rien du tout, divisé par 0, ça tend vers l'infini. Autrement dit, mon paraplégique, je ne suis pas capable de l'améliorer dans son niveau de dépendance. Par contre, un tétraplégique, le peu qu'on lui donnera, ça sera quelque chose d'important, pas forcément une solution pour le moment, mais quelque chose d'important qui vaut la peine. Et qui dit que ça vaut la peine? C'est le malade, parce qu'on
On rappelle, si par hasard ce n'est pas évident, que cette recherche elle est fortement encadrée, pour ne pas dire freinée, par certains aspects juridiques que je ne conteste pas. C'est souvent la rigueur avec laquelle on envisage les mots qui est plutôt gênante et qui fait qu'il faut faire un protocole très compliqué. Il faut le soumettre à des tas d'instances hospitalières qui, quand elles estiment qu'elles ne courent pas trop de risques, parce que les premières personnes qu'on protège, c'est l'administration, puis le ministère de la Santé, les malades viennent après, éventuellement, eh bien, là, ça passe par des comités d'éthique, puis ça passe par ce qu'on appelle l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité médicale, qui correspond à la FDA américaine et qui donne ou pas un accord pour faire les choses à la lettre, comme c'est dans le protocole. Donc, les malades, bien évidemment, qui acceptent de rentrer dans ce protocole, le font de façon informée, c'est-à-dire qu'on passe du temps, et beaucoup de temps, le temps qu'il faut, on n'est pas pressé, pour leur expliquer ce qu'on espère faire, comment on va le faire. On leur explique les risques, même minimes, de toutes les phases que ça comporte, de toutes les techniques qu'on utilise. Même s'ils ont déjà eu des IRM, on leur redit ce que c'est qu'une IRM et quel est le risque, et d'autres en particulier, et de façon à ce qu'ils puissent prendre une décision qui soit véritablement cohérente et qui corresponde à quelque chose dont ils acceptent le bénéfice. Ils peuvent à tout instant renoncer. Je ne veux pas dire, en faisant pas de jeu de mots, ce serait un mauvais jeu de mots que de dire ils peuvent faire pouce, puisqu'ils peuvent pas faire pouce, mais ils disent j'arrête pour telle et telle raison, et ça n'est pas contestable, et éventuellement ça n'est pas discutable. Et les appréciations qu'ils donnent sont les leurs, en toute liberté, et quand il s'agit d'estimer quel est le bénéfice, à l'instant, eh bien c'est eux qui donnent un avis. Alors quand on leur dit est-ce qu'on a amélioré votre qualité de la vie, souvent ils disent ben, non, pas spécialement par rapport à mes critères d'avant. Je viens plus souvent à Clientech que je n'y étais jamais venu, mais par contre, je sens que je fais partie d'un projet qui est intéressant, qui peut me bénéficier à moi et à mes semblables, et ça, c'est pour le moment quelque chose qui m'intéresse dans ma vie. Il avait même dit un jour, lors d'une interrogation par des journalistes, qui lui disaient quel est le sentiment que vous avez eu la première fois. Il a dit la première fois où j'ai pu faire bouger un morceau de l'exosquelette, je pense qu'Armstrong sur la Lune n'était pas aussi content que moi. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pour vous parler un peu du contexte. Et pour finir cette mise ce préambule, quand on a tout expliqué, on dit qu'est-ce qu'on espère, et on ne cherche pas du tout. Il y a des pays où, au contraire, on leur dit vous allez voir, si tout marche bien, vous allez pouvoir danser la samba, etc. C'est pas vrai. On ne leur dit pas ça. Et on leur dit que voilà ce que nous, on espère obtenir comme résultat, mais il y a de fortes chances que ça ne soit pas aussi enthousiaste que ce qu'on voudrait. Autrement dit, partons du principe de base que ça ne va pas marcher, et tout ce qui pourra marcher, c'est en plus. Donc là, c'était en gros, est-ce qu'on peut vous redonner un peu de mobilité chez des gens qui, en fonction du niveau de leur lésion, celui-ci peut plier le coude et un peu bouger les épaules, point barre. Il peut, en faisant cela, manipuler un peu le joystick de son fauteuil roulant, c'est tout. On a d'autres malades qu'on a vus, dont un qui est exactement comme vous avez vu dans Les Intouchables, qui pilote le peu qu'il peut piloter avec soit la bouche, soit en soufflant dans un tube, et c'est un moyen de communication. Donc, si on se dit qu'on va faire ça, comment peut-on le faire? Eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui marche, c'est le cerveau, donc il faut qu'on puisse l'écouter, et il y a quelque chose qui ne marche pas, ce sont les membres, donc il faut pouvoir les mobiliser. Alors, je dis ça paraît être une blague, mais le cerveau parle, personne n'écoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une lésion de la moelle cervicale, le cerveau n'en tient pas compte.
et il continue à faire ce qu'il doit faire en fonction des instructions qu'il reçoit, qu'elles soient visuelles, auditives, parce que ça il peut, et qui passe par son lobe frontal qui lui permet de prendre des décisions. Et si le lobe frontal finalement lui dit bouge la main droite, ce que le mien est en train de me dire, eh bien je bouge la main droite. Mais si je suis tétraplégique, il va me dire bouge la main droite, ma main ne va pas bouger, et je vais néanmoins avoir cette activité. Et ça, c'est ce que j'appelle une circonstance bienheureuse, parce que faire bouger ou penser qu'on va bouger crée au niveau du cerveau la même activité. Et si je suis capable d'aller l'écouter ou l'enregistrer, je vais peut-être pouvoir être capable de la traduire, de la transférer, et c'est ça tout à fait ce qu'on veut faire. Donc cette activité ECOG, c'est EEG, électroencéphalogramme, mais là, comme on est près du cortex, ça s'appelle, dans nos définitions, ECOG, électrocorticogramme. Donc on est capable d'aller enregistrer ces activités, et on sait, en fonction de ce que je viens de vous dire, qu'on est capable d'aller écouter l'activité cérébrale qui piloterait des mouvements réels, et même ces mouvements n'étant pas possibles, ça devient des mouvements virtuels. Et c'est important de savoir que si mon malade veut bouger le bras, la jambe à gauche, à droite, et essentiellement ça, eh bien, on va pouvoir capter les activités cérébrales qui le pilotaient en temps normal, et ensuite il faut le traduire. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des termes que je n'ai pas retraduits dans mes présentations, des enregistreurs implantables pour se mettre là, et comme le cerveau, on en a deux qui communiquent, eh bien, il faut se mettre à droite et à gauche, donc il faut mettre deux implants. Ensuite, ça, c'est de l'électroencéphalogramme, mais si vous le regardez, ça ressemble à du bruit, et ça ne vous dit pas clairement quel mouvement ça fait, comment il faut faire, donc il faut décoder tout ça, c'est comme des messages codés, et pour ça, il faut des algorithmes mathématiques, c'est pour ça qu'on a une équipe de mathématiciens chez nous, qui sont de très très bon niveau. Un de nos derniers thésards vient d'être embauché comme professeur à Columbia à New York, et la patronne de tout ça travaille avec moi depuis plus de 25 ans, et elle était elle-même professeure à Kiev, et beaucoup de nos mathématiciens sont souvent des Russes, on va dire, ou de ces régions-là, allez savoir pourquoi, mais c'est bien connu. Et puis, une fois qu'on a fait ça et qu'on décode l'EEG, ben, il faut l'exécuter, il faut un effecteur. Et ce qu'on a décidé depuis le début, c'était de ne pas céder à la facilité. On nous autorisait à faire ce que l'on pensait nécessaire de faire, donc on a pris la décision de ne pas rejouer des choses qui existent. Ce n'est pas la peine de refaire un fauteuil roulant qui soit un petit peu mieux que ce qui existe. Vous en verrez un à la fin, mais ça n'a rien à voir, puisque ça existe, donc on ne va pas faire quelque chose d'un petit peu mieux, avec l'électronique un petit peu plus grenobloise. Ce qu'on voulait faire, c'était quelque chose qui soit le plus proche possible du malade et de ses capacités. Donc ce n'est pas la peine d'imaginer que je vais aller toucher le plafond, parce qu'aucun de nous le fait, même en étant debout. Ce n'est pas la peine d'envisager de courir 2000 km à l'heure, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire que fait habituellement un être humain normal ? Et bien évidemment, sans avoir la prétention dès le début de l'égaler, mais d'être dans la même bulle sphérique, spatiale, autrement dit dans des dimensions et donc des morphologies humaines, autrement dit de faire une copie de l'être humain, autrement dit un exosquelette. Vous allez en voir un, ça ressemble peu ou prou à ce que vous voyez dans Star Wars avec ces militaires en blanc. Ils courent beaucoup plus vite, ils sont beaucoup plus efficaces pour le moment, mais en gros c'est cet ordre-là. On est dans les dimensions humaines, on vise des performances humaines en sachant que ça sera le maximum, et on s'est interdit aussi des solutions faciles qu'on peut toujours ajouter après. Par exemple, on n'a pas pris de commande vocale, on n'a pas mis de détecteur de proximité, on n'a pas utilisé de choses qui soient disponibles actuellement en termes déjà d'intelligence artificielle, sauf pour certains endroits indispensables, et on est parti là-dessus. Alors, en gros, quand on a eu fini tout ça, on s'est souvenu que c'était quelque chose, enfin on ne s'était pas souvenu puisqu'on est parti comme ça,
c'est un projet qui est destiné aux malades. Ce n'est pas un projet académique, on va être capable de greffer l'oreille d'un cochon sur le dos d'une souris, comme on en entend à Rire et Chanson le matin quand j'écoute ça. On n'est pas là à prouver une acrobatie qui soit totalement inutile. On cherche à améliorer le malade dans le contexte que je vous ai dit, en mettant au point, pour aller l'enregistrer au niveau du cerveau, des enregistreurs, traiter les signaux, créer des commandes et fabriquer un exosquelette. On est là pour aider, et bien évidemment, primum non nocere, donc on doit absolument faire en sorte d'être le plus safe possible, comme on dit en anglais, avoir la sécurité la plus élevée, et elle est vraiment présente partout. Alors, on a également dit qu'on choisissait quelque chose de non spécifique, donc un exosquelette. Le seul feedback qu'il a, c'est le feedback visuel qu'on a tous, mais vous avez, moi aussi, en même temps, un feedback sensitif, à la fois parce que j'ai les pieds posés par terre, mais quand je bouge mon bras, je suis capable, les yeux fermés, de savoir où il est. Ça participe à mon mouvement, ce qui n'est pas le cas chez ces malades. Multi-axe, c'est-à-dire capable de faire un peu tout ce que fait un être humain. Minimalement invasif, c'est un terme médical. On est forcément invasif, quoi qu'on fasse. Je dirais même, quand on parle aux malades, je disais souvent une mauvaise blague, si on regarde un neurochirurgien dans les yeux, on est déjà en danger de mort. Donc, sans aller jusque-là, nos interventions ont forcément, par définition, une action. Ce qu'il faut, c'est qu'on minimise l'invasivité de ça. Et par exemple, la chirurgie du Parkinson que j'ai pratiquée et sur laquelle j'ai pu faire cette découverte consistait à aller descendre une électrode à un endroit précis, de faire une lésion, une brûlure, et il se trouvait que ça supprimait en particulier, par exemple, les tremblements. C'est minimalement invasif parce qu'il n'y a qu'une tige qui descend, mais elle descend quand même à 12 cm de profondeur, et puis elle fait une petite lésion. La mise au point de la technique de stimulation à haute fréquence qui fait la même chose a évité de faire des lésions, et la haute fréquence fait les mêmes effets, mais de façon réversible. C'est donc encore moins invasif, mais ça reste invasif, forcément. Alors, par exemple, il y a des approches du cerveau qui sont, sur le plan chirurgical, totalement non invasives. Le gamma knife, vous en avez tous entendu parler, c'est cette multibombe au cobalt qui converge et qui fait une lésion par irradiation intense en un point donné, le même que celui qu'on irait coaguler. Et on a tous le sentiment que c'est minimalement invasif, que c'est pas invasif, parce qu'il n'y a pas d'incision de la peau. Mais par contre, au fond, au même endroit, vous délivrez 90 degrés, c'est-à-dire, toute proportion gardée, une petite bombe, au sens où on va brûler par les radiations une zone. Donc ce n'est pas totalement non invasif. Alors le minimalement invasif, ça dépend de tout. Nous, on s'est donné des barrières encore plus importantes, c'est-à-dire qu'on veut enregistrer le cerveau. Tous nos compétiteurs utilisent en général des microélectrodes parce que souvent ils viennent du monde de l'électrophysiologie et non pas du monde de la médecine. Ils aiment beaucoup faire ça. Moi, j'en ai fait beaucoup chez l'animal. On a l'impression qu'on sait mieux comprendre le cerveau. Ce n'est pas vrai parce qu'on n'écoute qu'un petit nombre de neurones qui, au bout de quelque temps, finissent par mourir au contact de ces microélectrodes. Donc on avait refusé ça et on a dit on va enregistrer au niveau du cortex où on a des images un petit peu plus floues mais qui, d'un autre côté, prennent en compte une plus grande quantité de neurones, et à nous, par l'analyse mathématique, d'en tirer avantage. Et on a même couru plus loin, ou couru moins loin, puisqu'on a décidé finalement de ne pas ouvrir la dure-mère, cette espèce de peau de saucisson. Je dis ça parce que ça en a l'épaisseur, presque la consistance, qui enveloppe notre cerveau sous l'os. Et donc, on a décidé qu'on n'irait pas plus loin que là. On ferait une ouverture du crâne et on mettrait cet implant au contact, et puis on fermerait la peau et ça serait fini. Alors, cette ouverture du crâne, elle fait 50 mm de diamètre, c'est comme ça, de chaque côté. Et on me dit, vous osez dire que c'est minimalement invasif et que ça va faire des choses. Alors là, je suis dans une situation unique, puisque si je n'ai pas d'implant, par contre, j'ai eu
Cette craniotomie, elle est exactement ici, pour un hématome sous-dural, parce que je m'étais cogné la tête sur le rebord de ma voiture. Et c'est des choses qu'on fait régulièrement, c'est une chirurgie de base. Nos internes, c'est la première chose qu'on leur apprend à faire. Bon, c'est vrai que c'est invasif, mais on ne peut pas enlever un hématome sans rien. Et on a décidé d'utiliser cette technique qui, dans le service, était très courante, dont on savait qu'elle était absolument inoffensive si on faisait les choses bien. Toujours, tout ce qu'on fait bien peut être inoffensif, tout ce qu'on fait mal est agressif. On a décidé aussi que l'objet mathématique qui travaillait, au bout d'un certain temps, il fallait qu'il travaille tout seul. Il ne fallait pas qu'il y ait 4 mathématiciens à côté qui soient en train d'aider à résoudre les équations, etc. Donc, tout était calculé pour qu'au bout d'un certain temps, ça soit, comme on dit, self-paced, décidé par soi-même, non-supervised, non supervisé. Donc, le logiciel qui est en place, quand on a fini des calibrations, etc., ou des entraînements, quand le malade décide de marcher ou de bouger, ça, c'est automatiquement traité et ça va vers les effecteurs. Donc, en plus, il fallait que tout ça, ça consomme énormément d'électricité, puis ça envoie des signaux. Ça 64 canaux de chaque côté, digitalisés à 1000 Hz, ça fait 2 fois 64 000 points de mesure par seconde qu'il faut émettre et traiter. Du coup, un gros traitement mathématique derrière, mais aussi un gros travail d'émission, et on l'envoie par radio. Donc dans l'implant, il y a de la radio, il y a un premier traitement du signal, et d'un autre côté, comme ça consomme beaucoup d'électricité, il faut la rentrer dedans. On n'a pas trouvé de batterie rechargeable qui tienne la route, même pas la ruelle, et on a décidé de les charger par induction, exactement comme vous. Moi en particulier, j'ai une brosse à dents qui, quand elle arrête de brosser, j'en ai une autre, et celle-là, je la mets sur un système qui me la recharge de façon, comme on dit, par induction, donc ça peut se faire à travers n'importe quoi. Et ces 2 antennes de capture du signal et ces antennes d'émission d'énergie, elles sont posées sur la tête du malade qui porte un casque, vous allez le voir, comme quand vous écoutez de la musique haute fidélité, et dans le bandeau, on attache cet ensemble d'antennes extérieures, donc il n'y a rien qui passe à travers la peau, ce qu'on appelle wireless, sans câble. Voilà, alors tout cela étant dit, eh bien, voilà à quoi ressemble, rassurez-vous, je ne vais pas entrer dans les détails. Voilà l'implant de 50 mm de diamètre, on va en mettre 2. Il a 64 électrodes. Voilà la visière en téflon dans laquelle se trouvent les 2 antennes dont je viens de vous parler. Ça, c'est le détail de la composition, et ce sont des électroniques de très haut niveau. Il y en a d'ailleurs 2 dans chacune, et qui ont été conçues au CEA à Grenoble par les laboratoires qui savent faire ça. Et ça, c'est un schéma qui montre sur une IRM où est-ce que cet implant va aller. Et c'est sous la peau, c'est tout fermé. Au passage, on ne peut pas le mettre n'importe où, vous allez voir, parce que bon, le cerveau, il ne fait pas que bouger la main, il fait d'autres choses. Et si vous mettez l'implant à distance de là, on a peut-être plus de mal à décoder le signal pour en faire bouger la main. Et on a décidé aussi qu'il ne fallait pas que... vous savez, on dit idiot-proof. Un système est idiot-proof, c'est-à-dire que même un idiot peut s'en servir. Nous, on est allé plus loin. On a fait des choses qui sont surgeon-proof. Même un neurochirurgien peut s'en servir. C'est-à-dire que quand je le prends, eh bien, je ne risque pas, malencontreusement, d'arracher les antennes. Tout. Donc, c'est des systèmes qui sont prévus pour être manipulés par des gens qui vont faire attention, mais qui pourraient être éventuellement maladroits. Les contacts ne pénètrent pas et c'est sans câble. Alors, on termine avec l'exosquelette. Donc, voilà l'implant. Et l'exosquelette, il est là, il est décapité en apparence. En fait, c'est un corset avec 2 bras, 2 jambes, et vous le verrez marcher. C'est ce qu'on appelle un exosquelette. EMI, c'est son autre code technologique. On peut l'enfiler. En fait, on met le malade dedans, ce qui n'est pas le cas de la plupart des machines dont je vous en montrerai une à la fin, qui ne sont pas faites pour avoir des personnes dedans. Il est capable de tenir debout. Ce n'est pas le malade qui le porte, c'est lui qui porte le malade, parce qu'il a une certaine rigidité, même dans les mouvements.
Donc, ces tétraplégiques qui sont complètement flasques. Si vous les lâchez, ils s'écroulent. Il est totalement motorisé, toutes les articulations, et on a en tout 15 degrés de liberté. Il est partiellement robotisé, c'est-à-dire qu'il y a une partie des mouvements qu'on a pour le moment délégués à un protocole expérimental robotisé. Par exemple, la marche. On initie un cycle de marche, mais quand j'étais petit, on me disait marcher, il n'y a rien de plus facile, on met un pied devant l'autre et il faut recommencer. Donc en gros, il y a un cycle de 3 secondes et demie qui fait que quand on le lance, toutes les articulations se déroulent comme elles doivent se dérouler, mais ce n'est pas vraiment le cerveau à cet état qui va piloter cet enchaînement, mais à la limite, c'est inutile pour ce qu'on veut faire. Et il est autonome. Mais il n'a pas d'équilibre, c'est pour ça que vous le voyez pendu, et vous verrez les solutions et les problèmes que ça pose. Il a une batterie dans le dos qui lui donne 2h30 d'autonomie, et dans le dos, il a tous les ordinateurs qui sont nécessaires. Au début de nos manips, c'était quelque chose qui couvrait à peu près les 2/3 de cette longueur. Maintenant, ça tient sous cette forme-là dans une espèce de sac à dos inclus dans l'exosquelette, et avec les nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître, on est en train de préparer quelque chose qui tiendra à peu près dans ça pour faire tout le travail. Au passage, petite parenthèse sur l'intelligence artificielle, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est de la puissance de calcul, rien d'autre. La puissance de calcul et comment s'en servir. Donc ça introduit des notions d'analyse des signaux. Ça va automatiquement les ordonner, les digitaliser, les multiplier par des wavelets et utiliser des tas de systèmes que je suis incapable de commenter très très loin. Et c'est très lourd en calcul. Et en plus, on veut que ça soit rapide. Parce que quand vous jouez avec des jeux vidéo, ils sont faits pour que la réponse soit dans les délais que vous attendez. Or, si vous tirez un pétard pour que je bouge, je vais bouger. Il y a 350 millisecondes, pas plus, entre ça et ça. Autrement dit, quand mon cerveau donne un ordre, pour prendre ma souris, il faut 350 millisecondes. Pas plus, parfois moins. Donc on a fait en sorte que tous les calculs que l'on fait, tout le processus d'analyse du cerveau, de calculation, de décision, etc., soit contenu dans quelque chose de moins de 350 millisecondes. Parce que sinon, si c'est plus long, vous dites « je veux bouger mon curseur en haut », et vous attendez, je ne sais pas combien de temps, avant qu'il bouge, et à ce moment-là, vous n'êtes plus capable de faire un suivi. Voilà, le traitement, c'est un tout petit exemple de ce qu'on utilisait chez le rat, c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Juste pour vous montrer comment on a vérifié que ça marchait, ici on a un singe qui est équipé d'une grille qui est fermée, et il y a ça qu'on met en face pour tester comment ça fonctionne. Thomas, qui est l'ingénieur, Thomas Costecal, qui est l'ingénieur particulièrement attaché à ça, et y compris à ce qu'on fait avec les malades, lui donne une barre, et le singe prend la barre. On enregistre ses mouvements avec des caméras optroniques. Ça nous donne ce mouvement répété. En même temps, on enregistre son électroencéphalogramme qui est décodé. Voilà l'électroencéphalogramme. Et le mélange des deux fait qu'on est capable, en bleu, de retracer le mouvement qui a été obtenu par la vision, la capture de vision, de mouvement, et en rouge, ce qui a été obtenu, donc qui a été recalculé à partir de l'électroencéphalogramme. Et vous voyez qu'il y a une très bonne corrélation. On est passé pour se montrer aussi, excusez-moi, que ça marchait avec l'exosquelette. Donc vous voyez là l'exosquelette qui n'a personne dedans. On a simplement branché les résultats que je viens de vous montrer, et plutôt que simplement les comparer, on lui demande le bleu, il replique les mouvements que vous avez vus enregistrer. Le côté droit, il exécute le mouvement qui est recalculé. C'est pour vous montrer que toute la chaîne marche bien. On peut passer ça et alors aller vers une autre étude qui utilise la magnétoencéphalographie. Vous voyez, ça ressemble tout à fait à un sèche-cheveux chez un coiffeur pour dames. Encore les messieurs, maintenant, avec la coiffure qu'ils ont, ce qui n'est pas possible pour moi, vont peut-être un jour avoir besoin d'un sèche-cheveux.
Toujours est-il que là, la tête est là, il y a 306 capteurs de champs magnétiques, cette fois-ci, c'est totalement non invasif, c'est autour de la tête, et ça enregistre des activités qui sont émises par le cerveau et qui sont émises par l'activité électrique du cerveau. Donc c'est le corrélat, si vous voulez, magnétique de ce que l'on voit dans le cerveau. Vous allez voir, voilà, ça fait une espèce d'orage, c'est très lent par rapport à la réalité des choses, et puis c'est très large là aussi, mais il y a des techniques de filtrage qui nous permettent de savoir où est cet orage magnétique qui correspond à l'orage électrique qu'on aurait pu enregistrer. Alors à quoi ça sert, puisqu'on a déjà l'orage électrique? Eh bien c'est parce que ça peut être fait chez quelqu'un qui n'est pas encore opéré, à la limite qui est un candidat, dont on peut se demander s'il aimait cette activité-là. Bon, les Américains, quand ça ne marche pas, ils disent que c'est la faute du malade, et ils disent « he's a brain-computer interface illiterate », un illettré de l'interface cerveau-machine. Non, c'est simplement qu'ils n'arrivent pas à détecter les activités. Donc là, on s'assure qu'il n'y a pas d'illettré. Tout le monde fait, quel que soit son niveau intellectuel et son niveau moteur, tout le monde fait ce que vous avez vu. Il y a une activité qui sert ou qui ne sert pas. Mais ça permet de... Imaginons qu'on tombe sur quelqu'un qui n'est pas capable de générer ça, ça m'étonnerait, mais surtout qui n'est pas capable de rentrer dans la suite de tous les examens qu'il faut faire. Autrement dit, chez qui ça ne sera pas la peine d'essayer parce que de toute façon, on n'aura pas la coopération nécessaire. Donc c'est un très bon moyen de certification préopératoire que le candidat qu'on va peut-être retenir, s'il est d'accord, est adaptable. Autrement dit, le magnéto, c'est un peu comme si on faisait de l'électrocorticogramme chez le malade, mais de façon non invasive en préopératoire, et ça c'est très important. Alors bon, je vous passe les choses. En mélangeant les résultats de l'IRM fonctionnel et de la MEG, on fabrique une espèce de portrait robot. On se dit la zone qui est importante, c'est là, et on se sert du bloc opératoire assez sophistiqué que nous avons. Là, c'est pour vous montrer les flaques qui sont visibles en IRM fonctionnel. C'est une technique particulière. On recolle ce qu'on a vu avec la MEG aussi, on met tout ensemble, on définit une cible, et cette cible, ce microscope robotisé, qui a été mis au point à Grenoble aussi, permet, comme on l'a un tout petit peu montré là, vous voyez un peu une tige rouge, je ne sais pas si vous la voyez, qui est en fait rajoutée sur la diapo pour montrer que le microscope indique exactement où est-ce qu'il faut inciser la peau et faire le trou. Voilà les deux implants qui sont mis en place, et une fois que c'est terminé, voilà les radios de contrôle montrant que les implants sont là, mais ils sont surtout, c'est ça qui est important, là où il faut, c'est-à-dire en face de ce qu'on appelle dans l'homunculus de Penfield. Penfield a décrit qu'il y avait sur le cortex cérébral humain, mais chez le singe et tout, une représentation du corps, et on sait quelle est la partie de cortex qui fait bouger le bras, celle qui fait bouger la jambe, etc. La région du pelvis n'a pratiquement pas de représentation, donc on ne peut pas en faire grand-chose. Voilà la salle. Bon, là, il y a un effet d'optique qui donne l'impression qu'elle est courbe. Elle n'est pas courbe, mais c'est une des plus grandes de la planète. Pourquoi? Parce que justement, elle était destinée à y monter des manips volumineuses. Voilà le microscope qui nous guide. Voilà l'IRM qui peut rentrer en salle d'op, se mettre autour de la tête du malade et en ressortir. Donc on a vraiment, avec la MEG aussi, au mieux qu'on... Les résultats, me direz-vous, c'est bien beau de parler, encore que fait-on? Eh bien, les résultats, on les obtient donc depuis maintenant 16 mois, et ça se fait à deux endroits, à la maison et à Clinatech. Et d'ici quelques temps, ça pourra tous se faire à la maison, je vous expliquerai pourquoi. Thomas Costecal, qui est donc l'ingénieur biologique et technologique, notamment mathématicien, qui est un type remarquable, qui a fait sa thèse là-dessus, etc., et qui maintenant accompagne ce protocole. Pendant, disons, la moitié du temps, le malade est chez lui, la moitié du temps, il est chez nous. En gros, c'est 3 jours par semaine, 2 semaines par mois chez lui, 3 jours par semaine, 2 semaines par mois chez nous. Et Thomas, j'ose pas dire, vit avec lui. On a installé chez ce malade
l'équivalent pour le moment de toute l'électronique et les moyens de mesure, c'est-à-dire que quand on enregistre à Clignatec, c'est exactement la même chose que là. Clignatec se différencie par le fait que là, il est assis dans son exosquelette. Vous voyez le backpack avec les ordinateurs. Il est en train de faire des textes que je vais vous expliquer. On est en train d'acheter le deuxième exosquelette qui sera installé chez lui, ce qui fait qu'à la limite, tout pourra se faire chez lui. Et tous les malades qui sont prévus, on en a encore 3 à opérer. Ça veut dire 2 exosquelettes, un à Clignatec et l'un à la maison, parce que pour passer de l'un à l'autre, il faut régler un peu la longueur des bras et des jambes. Donc ils auront ça sur mesure et leur permettra une accélération. Alors ici, on travaille avec ce qu'on appelle des avatars. Les amateurs de jeux vidéo savent ce que c'est. C'est une représentation abstraite sur un écran de quelque chose et qui correspond souvent à ce qu'on va lui faire faire. Donc il apprend. Là, le test, c'est d'aller toucher avec le doigt du robot les petites lampes qui vont s'allumer. Donc il s'entraîne dans un environnement artificiel. Et quand il arrive ici, il a déjà bien appris et vous allez voir. Donc c'est un garçon de 27 ans qui a cette fracture de colonne depuis 2 ans, qui a été opéré l'année dernière, le 21 juin, et qui a donc 16 mois maintenant post-opératoire. Et bon, je vous passe celle-là, c'est encore lui chez lui. Et là, par exemple, c'est lui qui a demandé que l'avatar ressemble à l'intérieur d'une fusée, parce que comme ça, il a l'impression de se promener dans l'espace. Et on lui présente des objets qui sont des cubes. Vous voyez le cube rouge. Quand il le touche, il devient jaune et il y en a un autre qui va apparaître. Voilà. Et donc, ce qu'il fait, il déplace ses 2 bras, qui sont des copies informatiques de ce qu'il a, et qui permettent de l'entraîner, même si ce n'est pas vraiment la même chose. On s'aperçoit souvent que c'est bien mieux, c'est plus efficace. On n'apprend pas à conduire autrement que dans une bagnole. Là, vous voyez, comme lui, que le cube est plus gros, ça veut dire qu'il est plus près. Donc là, il va reculer sa main. C'est nécessaire pour quelque chose qui est virtuel, parce qu'on n'apprécie pas bien les distances. Il va y arriver. Alors bon, vous allez me dire, mais ça prend du temps, d'accord. Mais si on ne met pas ça, ça ne prend pas de temps, il ne le fait pas du tout d'une manière ou d'une autre. Donc là, il a des centaines d'entraînements, on a suivi l'évolution de ses courbes, on en déduit des choses sur les logiciels et on progresse. L'autre... alors, on va passer à ce qui se passe au labo. Ici, c'est un environnement où il a 8 petits... bâton en mousse. Pourquoi? Parce que comme ça, quand il tape dedans, il n'y a pas de danger. Au bout de chaque tige, il y a une petite LED qui s'allume. Donc on allume, soit nous à la main, soit il y a un programme qui déroule ça. Et lui, il est chargé d'aller toucher ces cibles. Alors vous voyez que ce n'est pas un trajet tchac, comme ça va en oscillant, mais ça arrive toujours au bout. Et on calcule la performance en regardant quelle est la longueur que le bout de son doigt théorique a parcouru par rapport à la longueur de base qui est la distance entre le centre et la cible. Et on voit d'ailleurs qu'en fonction des séances, il améliore un peu ce qu'on appelle le ratio, c'est-à-dire que l'idéal, ça serait égal à 1. Je vais sur 10 cm parce que j'ai 10 cm à faire. Souvent, j'en fais 15, 20, éventuellement 25. Et là, vous voyez qu'il part avec un ratio qui est aux alentours de 5. Et là, il arrive à 1,5 à peu près. Donc, il y a une amélioration en fonction de l'entraînement, ce qui est logique, mais ce qui est intéressant parce que ça aurait pu ne pas apparaître. Donc là, c'est un des éléments les plus avancés qu'on ait actuellement. Bon, là, on a mis, vous voyez, une espèce de doigt crochu. Pourquoi? Parce que le bout de ça correspond à la position que son doigt aurait si s'il avait étendu le doigt, alors que son doigt, spontanément, est comme ça. Vous voyez qu'il est strappé dans l'exosquelette et il va, vous voyez qu'il y a une petite LED là qui est allumée, donc il va essayer de la toucher. Et voilà. Alors, je vous avais prévenu, c'est pas Federer à Roland-Garros, pas encore.
mais il va toucher, et donc il y a une autre lampe qui va s'allumer, qui est là, et il voit que c'est ça, il voit qu'il ne peut pas le faire avec la main droite, qu'à cela ne tienne, il le fait avec la main gauche, et on n'a, nous, rien changé. On n'est pas passé sur un système qui lui permet de. Il a un niveau de développement de son algorithme actuellement qui fait qu'il est capable de contrôler les deux bras dans l'espace et en changeant de côté quand nécessaire. Donc là, c'est celle-là qui est allumée. Alors il y a des moments où on a l'impression qu'il ne va pas y arriver. Il finit par y arriver. Et ça, c'est quelque chose que personne au monde n'est actuellement capable de faire. Donc, si vous avez 2 secondes encore, on va au bout de la vidéo. Sinon, on peut passer à la suivante. Et qu'est-ce qui manque? Il manque encore beaucoup de choses, mais il manque la marche. Alors, vous voyez le malade dans une salle de mouvement, comme on dit. Il y a des caméras infrarouges qui filment ces mouvements. Et lui, il est pendu, parce que je vous l'ai dit depuis le début, nous ne savons pas faire la marche équilibrée. C'est très difficile, personne ne sait faire. Et on utilise donc un logiciel de marche humanoïde automatique qui va dérouler, vous allez voir, normalement toutes les activités de la hanche, du genou, de la cheville. Et le malade va déclencher un brain switch, c'est-à-dire qu'il va dire « je marche » et puis ensuite il va dire « je m'arrête » selon qu'on lui montre une lampe verte. Voilà, et là c'est vert, donc il démarre. C'est de dire que, bon, qu'est-ce qu'on va faire pendant les 10 ans qui viennent, beaucoup moins j'espère, surtout pas moi. Eh bien, encore une fois, ce n'est pas une recherche académique, c'est une recherche, et ce n'est pas une recherche de réhabilitation. On dit bien aux gens, attendez, ça ne va rien changer à vos activités musculaires et tout. Ce n'est pas comme de la rééducation chez des gens qui ont des déficits incomplets. C'est une compensation, c'est un programme de compensation de déficit destiné à améliorer peu ou prou la qualité de la vie. Pour ça, il faudra régler le problème de l'équilibre. Il faudra régler le problème de la main. Le problème de la main est pratiquement réglé. Il y a des gens qui font des mains pour être pilotés. On a une collaboration avec au moins 2 équipes et on est en train de choisir quelle est la meilleure. Donc la main viendra en complément de la prosupination avec comme objectif de prendre ça ou de prendre une poignée de porte. Mais en gros, c'est préhension et relâchement. Donc la main, c'est du bientôt. L'équilibre, c'est pas tout à fait pour maintenant. On veut que ça soit plus léger, plus rapide, plus joli, moins cher. C'est pas très très cher, c'est 75 000 € chacun. Mais pour les besoins de la manip, on fait ça. Plus sûr que ça ne l'est. Que ça soit utile, facile à utiliser et compatible avec la famille et la maison, avec la cité et la société et avec le travail. Et tout ça, ça nécessite, je n'en ai pas spécifiquement parlé, mais si vous me posez des questions, on pourra rentrer là-dedans, ça nécessite un niveau très fort d'intelligence artificielle, mais tout le monde en a dans son téléphone, etc. Donc il ne faut pas dire quel est le risque d'avoir de l'intelligence artificielle. Le risque, c'est qu'est-ce qu'on fait quand l'intelligence artificielle ne marche pas, ce qui est en soi un inconvénient, mais c'est la même chose avec les voitures, c'est la même chose avec beaucoup de choses. Donc là, voilà ce qu'on va faire. Et par exemple, un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant, c'est un objectif domestique. Les gens qui ont ces déficits-là, ils ont des maisons plus ou moins aménagées. Et ensuite, ils les pilotent. En général, lui, il arrive à pousser un élément de joystick, alors que le prochain malade, lui, n'est capable que de faire quelque chose avec les lèvres ou de souffler dans un tube. Donc on s'est dit, mais pourquoi après tout, il ne pourrait pas piloter son fauteuil roulant lui-même? Et on lui a demandé, il a dit, si, c'est bien, ça vaut la peine. Au pire, si ça ne marche pas, tant pis. Mais c'était important de savoir si on pouvait faire. Or, ces systèmes-là, c'est des systèmes mécatroniques, c'est-à-dire il y a de la machine qui est pilotée par des moteurs, qui est pilotée par des circuits, et même quand vous bougez le joystick, ce n'est pas de la commande directe, c'est une interface. Donc on a dit, on va bypasser ça, et on pilote l'interface qu'il y a à la place du joystick par la pensée,
Et voilà ce qu'il a fait. C'est très, très, très récent. Alors, ensuite, il y a d'autres choses. C'est que pour aller en ville, on s'est dit, mais pourquoi il n'utiliserait pas un Segway puisque c'est autorisé? Là, je ne vous le lis pas, mais c'est quelque chose, vous voyez, gouvernemental, qui dit non, non, un Segway n'est pas un véhicule, c'est un système à 2 roues pour aller dans les rues et sur les trottoirs. Très bien, c'est exactement ce qu'on veut. Et c'est le même type de commande que le fauteuil roulant. Donc on est en train de regarder si quelqu'un veut bien nous prêter, sinon j'en achèterai un, parce que ça vaut justement seulement 1100 €. Ce n'est pas par rapport à tout le reste. Et surtout, pourquoi le Segway? Eh bien parce que c'est un système qui est conçu, qui fonctionne, qui est validé pour fonctionner avec quelqu'un debout dessus et qui avance avec un équilibre, une marche équilibrée. En gros, il est sur 2 roues et ça obéit à un déséquilibre impliqué par un être humain non paralysé. Alors nous, on bypass cet inconvénient d'avoir un malade qui est paralysé mais qui ne peut pas se pousser en avant, et simplement, il va faire comme ce qu'on est en train de faire, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est la solution idéale. Le côté informatique et ingénieur de notre côté, c'est en cours et c'est pas plus compliqué que il faut qu'on obtienne l'autorisation, mais a priori, on n'a pas demandé d'autorisation gouvernementale. Donc moi, mon objectif, pour pas aller au gouvernement, où est-ce que je vais aller? Je vais aller voir M. Piolle et je vais lui dire, vous serez le premier maire de France à officiellement autoriser les tétraplégiques dans des exosquelettes à se promener dans votre ville avec un Segway. On verra ce qu'il dira. Et alors ça, c'est l'extension urbaine de piétons. Mais on ne va pas s'arrêter là. Pourquoi pas se réinsérer professionnellement? J'ai découvert une chose comme ça qui s'appelle une mini-pelle. Aux États-Unis, ça s'appelle un mini-digger. J'en ai vu un qui était beaucoup plus joli. Et en bas, il y a des petites roulettes ou des petites chenilles. Mais en gros, c'est un siège avec un bras pour du jardinage un peu lourd qui va prendre de la terre, qui va tourner, qui fait ça et qui revient et qui prend de la terre et qui va faire ça. Ça, c'est d'entrée de jeu chez nous déjà réglé parce que ce n'est pas plus compliqué que le siège roulant. Et du coup, ça permettrait, bon, le but, ce n'est pas de mettre vraiment des gens dans ces situations. Comme c'est une situation professionnelle, connue, utile, etc., dire on est capable de proposer à des malades comme ça, en faisant simplement des développements collatéraux, je dirais, de tout le travail que je viens de vous présenter, de les réinsérer au niveau qu'ils veulent, avec qui ils veulent. Ils peuvent, je ne sais pas, imaginer, pourquoi pas, d'avoir une entreprise qui les prend 1 heure par jour. Ils vont aller faire du pelletage de la pelouse ou des choses comme ça, qui vont le faire sortir de son statut de incapable d'avoir une activité professionnelle autre que... Bon, les paraplégiques, ils en ont beaucoup. Ce n'est pas à eux que ça s'adresse, bien sûr, mais les tétraplégiques, ils n'ont pas grand-chose de possible. C'est un exemple, ce n'est pas du tout une proposition, qu'on veut proposer. Et voilà. Alors le rêve, sans la crainte c'est à cause de l'IA, donc le rêve c'est ça, c'est Boston Dynamics qui fabrique cette... Allez sur YouTube, et vous faites Atlas et vous aurez cette vidéo, et vous allez voir ce que c'est. Alors ça, c'est un exosquelette, c'est même pas un exosquelette, c'est un robot. C'est un robot humanoïde, il ressemble à un être humain, il a des bras, des jambes. Il faudrait regarder ses hanches. Il a des hanches remarquablement copie de nos hanches à nous, qui remarquablement est une des plus belles articulations de l'être humain et qui permet l'équilibre, ce que notre exosquelette, lui, n'a pas. Alors vous le voyez marcher dans de la neige, il y a des branches, il y a des endroits, je serais tombé, et lui, il ne tombe pas. Alors, comment il fonctionne? Eh bien, il a des caméras, il a des programmes de reconnaissance de forme. Donc, quand son système, c'est de l'intelligence artificielle qui reconnaît. Hein, vous auriez fait ça? Enfin, moi pas. Et ensuite, il se promène avec son ingénieur.
Alors, c'est des choses qui intègrent toute une série de choses qui existent, qui font partie de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et qui ne sont pas autre chose que la compilation avec d'énormes moyens de calcul permis par les technologies maintenant de faire des choses très compliquées. Et pour finir sur l'intelligence artificielle, encore une fois, il ne faut pas y voir une crainte, il faut y voir un outil puissant que nous dominons, parce que c'est nous qui le concevons, c'est nous qui le demandons de faire des choses. J'étais à Singapour il y a un mois, et la personne qui m'avait accompagné pendant toute la semaine, c'était un jeune thésard, et il m'a dit en partant, on fait une photo. Alors, on a fait un selfie, comme d'habitude, hein, où on nous voit tous les deux. Il a un système qui est Huawei, hein, c'est ce nouveau... C'est le concurrent d'iPhone et qui est chinois, avec énormément de qualité d'image. Il me l'a montré et, comme toujours, c'est banal maintenant, il y a un carré jaune qui cercle la tête des gens, c'est de la reconnaissance automatique de face. Et ce que j'avais jamais vu, c'est que dessous, il y a l'âge. Et alors, je ne vous demande toujours pas de répondre à ma première question. Quel âge me donnez-vous ? L'âge du jeune homme était juste, le mien était faux, à mon avantage.